Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ravi de vous parler vraiment des premières nouveautés 2023 que j'ai pu approcher physiquement, cette fois-ci à l'occasion d'un voyage de presse à Amsterdam, organisé par le constructeur Philips TP-Vision. Ceux qui me suivent notamment dans le groupe de discussion Discord, mais aussi sur les réseaux sociaux le savent. J'ai en effet pu voir les téléviseurs mini LED, LCD, mais aussi les OLED qui vont débarquer durant l'année. Alors attention, ce n'est pas des produits qu'on va voir débarquer tout de suite. Les produits que j'ai vus aussi ne sont même pas encore des produits complètement finalisés, mais vous allez voir qu'on a des trucs à se raconter autour de ces nouveautés pour 2023. Et tout de suite, on commence par la gamme des téléviseurs OLED. Vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, les produits dont je vais vous parler, ce sont les OLED 808 et OLED Plus 908. Pour là-dessus, tout va bien, je pense qu'on peut facilement comprendre que le premier modèle est techniquement moins performant que le second, puisque quand on se dit OLED+, c'est forcément un petit peu le haut de gamme. Néanmoins, avant de rentrer dans le détail de tout cela, ce que je peux déjà vous dire, c'est que si j'ai décidé aussi de commencer d'abord par les annonces qui ont été faites autour de l'OLED, évidemment, on va se parler aussi de peut-être que vous avez vu passer des choses autour de Philips TP-Vision Extra, avec des nouveautés mini LED, LCD évidemment, mais aussi des LCD The One, je vais vous en reparler sur la chaîne. Donc pourquoi commencer par l'OLED? Déjà parce que clairement, le constructeur l'a dit durant sa conférence de presse, 22% de croissance pour ce marché enregistré en 2022. Et donc du coup, ça reste quand même grosso modo, le vecteur de croissance a priori le plus important pour ce constructeur est celui que du coup il a envie de pousser encore une nouvelle fois. Alors concernant ce qui est commun aux deux gammes, je parle bien de gamme parce que dans ces gammes il y a évidemment différentes tailles et on va y revenir. Les deux gammes OLED 808, OLED Plus 908 fonctionneront toutes les deux sous Google TV. J'ai pas pu manipuler ce système d'exploitation sur ces téléviseurs Philips, et je vais aussi notamment vous expliquer pourquoi. La première raison, c'est que déjà le voyage de presse était très court, et que moi j'enchaînais avec un autre voyage de presse, et donc je ne suis resté qu'une journée sur place. Quoi qu'il en soit, on va voir comment Philips intègre notamment Google TV de base, mais ça c'est quelque chose qui fonctionne plutôt bien, y compris sur toutes les marques. Je peux vous remettre ici le test du TCL C935, où déjà la fluidité du système d'exploitation m'avait surpris. Je vous le remets aussi dans la définition. Prenez le temps de regarder cette vidéo et allez voir ensuite la vidéo de TCL. Quoi qu'il en soit, j'attends de voir comment ça tourne du côté de Google TV et comment ça tourne aussi avec la surcouche Philips, parce qu'on sait, le constructeur aime bien intégrer beaucoup d'options, beaucoup de menus pour venir personnaliser l'image justement, ce qui est une très bonne chose à la base, sauf que effectivement, moi j'attends de voir si en 2023, on profite un petit peu plus de fonctionnalités mieux décrites, mieux expliquées, j'ai envie de dire, pour intervenir sur ces paramètres de colorimétrie, les réglages, etc. Mais là aussi, vous allez voir que le constructeur nous a réservé quelque chose d'intéressant. Google TV d'un côté, mais aussi de la technologie Ambilight. Ce que je peux regretter un petit peu, c'est vrai que on bascule cette fois-ci, en tout cas on ne dispose pas sur ces modèles OLED de la technologie Ambilight. 4 côtés, c'est de l'Ambilight, 3 côtés. Certains pourraient y voir une forme de régression. C'est mon cas aussi, je me dis, c'est quand même un petit peu dommage. Mais ça s'explique par le design, d'une certaine manière, sur lequel on reviendra. Ça s'explique aussi par le fait que le constructeur a intégré sa dernière version de la technologie Ambilight, qui était déjà présente sur la gamme 2022, que je n'ai pas pu tester malheureusement. Je leur ai dit, est-ce qu'on va avoir en 2023 des télés? Bon, on espère. Quoi qu'il en soit, sur la gamme 2022, déjà, on avait un contrôle plus précis de la technologie Ambilight, puisque par le passé, grosso modo, c'était géré par paquet, lorsqu'on avait les diodes qui étaient disposées derrière. Puis on avait une gestion, par exemple, d'un coin supérieur, gauche ou ce genre de choses. Désormais, c'est vraiment une gestion plus fine des diodes de couleur. Là aussi, j'attends de voir ce que ça va nous permettre de reproduire lorsque j'aurai des produits en test, parce que finalement, moi je trouvais déjà que ça fonctionnait pas trop mal et surtout que ça fonctionnait bien, que c'était bien immersif et ça c'était très cool. Dernier point commun et non des moindres, la partie processeur que Philips appelle P5 AI de 7e génération qui renferme en fait une puce Mediatek Pentonic 1000, en l'occurrence sur l'OLED Plus 908, là-dessus c'est clair, pas de doute, celui-ci il en est équipé. L'OLED 808, j'ai posé la question, j'ai pas encore eu de réponse, j'attends encore des réponses effectivement sur certains sujets pour ces deux gammes de téléviseurs. On va mettre ça pour l'instant de côté, mais ce qui est sûr, c'est qu'on avait de grosses attentes sur le Pentonic 1000, je vous en ai parlé, et on va redécrypter un petit peu, ce qui fait que ça a du mal à passer pour moi. Mais oui, vous le savez, pour tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui visionnent les contenus régulièrement, ou encore qui ont l'occasion
de discuter avec moi sur notre groupe Discord, eh bien, j'ai publié au moment du CES de Las Vegas une vidéo dans laquelle j'expliquais que Philips et dans une moindre mesure aussi peut-être Sony se positionnaient sur la puce Pentonic 1000 parce qu'on avait référence, enfin ces marques avaient fait référence à cela dans un communiqué de presse qui avait été envoyé par Mediatek et Portrait Display, dans lequel ils évoquaient un autre sujet qui était la capacité des puces Mediatek à accueillir une forme de calibration des couleurs, évidemment, avec leur solution Portrait Display, Kalman, qui permettait aussi de sous-entendre que les deux constructeurs allaient adopter cette puce. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mediatek, sur la page associée à la puce, avait inscrit à l'époque HDMI 4, HDMI 2.1. Alors, il était vrai que du coup, il n'avait pas mentionné plus de détails que cela. On s'était dit, ok, puisqu'on a 4 HDMI 2.1, et puisqu'on attend tous que Mediatek se manifeste en tout cas et se montre un petit peu plus à la hauteur de ce que l'on en attend sur la partie HDMI 2.1 avec les 4 flux 4K à 120 Hz, Ultra HD 120 Hz, on s'était tous dit, c'est cool, Pentonic 1000, on arrive avec une puce en 2023 qui va tenir la route et qui va nous faire des flux HDMI 2.1 120 Hz partout. Sauf que le truc en fait a été très rapidement corrigé, non seulement sur le site de Mediatek, parce que quand ils se sont dit, oups, on a peut-être fait une boulette, et puis surtout, ça avait été relevé notamment, et c'est là que j'en avais discuté aussi sur Discord, par Vincent Théo de HD TV Test, qui lui avait eu l'occasion d'échanger avec Mediatek à l'occasion du CES de Las Vegas, et surtout, il avait publié une vidéo où il expliquait que, non, la puce, en fait, elle ne serait pas 4 HDMI 2.1 120, et du coup, la mention a même été retirée du site de Mediatek. Donc, c'est quand même une espèce de rollback qui aujourd'hui impacte évidemment les gammes des constructeurs qui adoptent cette puce. Alors ce qui est sûr, c'est que effectivement, au moment de la publication de cette vidéo sur Mediatek, Philips avait pris une position claire sur l'adoption de cette puce Pentonic 1000, et c'est vrai que du coup, maintenant qu'on a vu les téléviseurs, ils me l'ont confirmé, c'est sûr, c'est du Pentonic 1000. En revanche, c'est 2 prises HDMI plein format uniquement, avec l'Ultra HD 3840, 2160 pixels, à 120 Hz, le HDR, le Dolby Vision, qui du coup, visiblement serait sur du Dolby Vision 120 Hz. Alors du coup, moi, je commence à prendre beaucoup de précautions sur ce qui va en être réellement dans la concrétisation du truc. Le VRR, l'Auto Low Latency Mode, VRR, FreeSync Premium évidemment, et NVIDIA G-Sync. Donc, est-ce que c'est extrêmement grave que de n'avoir que 2 prises HDMI 2.1 plein format, dédié justement à ces options qui concernent surtout les joueurs? À vrai dire, cette conclusion, c'est à vous de la tirer. J'ai envie de dire, c'est à vous d'en conclure si c'est grave ou non. Dans l'équipement que vous disposez, est-ce que vous avez plusieurs consoles de nouvelle génération, Xbox Series X, PlayStation 5? Si vous avez déjà ces deux-là, ça ne laisse potentiellement plus de place pour un PC qui serait doté d'une carte graphique récente, qu'elle soit de chez AMD ou Nvidia, ou je crois que même certains MacBook également en disposent. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est vraiment que 2 interfaces de disponibles. Est-ce que pour autant c'est extrêmement flatteur pour les partenaires, que ce soit effectivement donc Philips dans le cas présent, mais on pense aussi à Sony et à Panasonic par exemple. Est-ce que c'est extrêmement flatteur pour eux en 2023 d'être privés de ces options-là, quand on sait que Samsung et LG ont déjà ces interfaces-là, mais depuis de nombreuses années, ils ont fait le choix, ils ont fait le switch, ils ont basculé. Franchement, moi je suis pas sûr non plus. Voilà, donc j'ai pas envie de dire merci Mediatek, parce qu'évidemment, il faut bien que vous compreniez que je n'accuse pas Philips sur ce coup-là. C'est vraiment une déception de la part de Mediatek de se dire en 2023, on fait évoluer notre puce, on vous met un super truc en ligne, et puis on y revient, et puis du coup, ça pénalise un petit peu d'une certaine manière, plus ou moins importante, encore une fois, à vous de juger, les partenaires, constructeurs, et puis assembleurs de télé tout simplement. Pour en revenir donc cette fois-ci un petit peu plus aux constructeurs qui nous intéressent, qui certes pâtit des capacités techniques ou des choix techniques, je ne sais pas bien, de cette puce Mediatek, c'est que effectivement, ce processeur, que le constructeur appelle donc P5 AI de 7e génération, est tout de même accompagné en 2023 de quelques nouveautés qui concerneraient notamment la technologie d'upscaling Super Resolution. On sait qu'elle fonctionne plutôt bien chez Philips, et surtout, on aurait aussi une meilleure gestion des technologies de compensation de mouvement. J'ai plutôt tendance à considérer que les traitements de chez Philips sont bons, mais qu'il faut parfois les calmer un petit peu parce que justement, c'est un
petit peu la marque de fabrique. Donc je verrai ce qui va en être en 2023. J'ai très hâte aussi de tester une autre des surcouches qui débarque, qui est effectivement l'Ambient Intelligence dans sa version 2, qui utiliserait donc un capteur de luminosité ambiant capable d'intervenir sur les deux modèles. On revient un petit peu, il est vrai, sur cette partie équipement technique commun aux deux gammes, OLED 808, OLED Plus 908, l'Ambient Intelligence V2 serait capable d'ajuster la luminosité, le gamma, mais aussi la colorimétrie des téléviseurs en fonction de l'ambiance lumineuse de la pièce, c'est-à-dire que le capteur serait capable de mesurer la température de l'éclairage pour réajuster dynamiquement la production, l'image du téléviseur en intervenant également sur, et en intervenant tout simplement même, sur la calibration du point blanc. Et alors ça, c'est quand même très prometteur, parce que du coup, ça voudrait dire que de manière dynamique, on a là un téléviseur qui serait fidèle tout le temps. Et est-ce que ça ne serait pas, justement, quelque chose qui serait rendu possible cette fois-ci? Et alors, merci du coup Mediatek, grâce à cette puce pour laquelle, dans la vidéo que j'avais pu vous faire, j'expliquais que Portrait Display et Mediatek auraient travaillé main dans la main pour produire au sein de la puce une meilleure gestion de la calibration. Et donc du coup, peut-être aussi qu'en ayant cette opportunité, les constructeurs de télé ont une plus grande souplesse sur l'aspect calibration temps réel, ou même calibration même de leur dalle. Je verrai ce que Sony m'évoque au moment où je les rencontrerai. Je ne pourrai vous en parler qu'au mois de mars, pour tout vous dire. Mais on a peut-être quelque chose d'intéressant qui serait lié à cette puce Mediatek. Ce serait une bonne chose. En tout cas, Philips TPvision l'exploite, le met en avant, et j'ai hâte de tester ça. Je vais maintenant entrer un petit peu plus dans le détail des gammes, en commençant par l'OLED Plus 908, qui est donc ce modèle haut de gamme, qui va peut-être faire saliver les plus technophiles d'entre vous, et aussi ceux qui sont sensibles évidemment aux produits de la marque, puisque c'est le modèle qui intégrera le panneau OLED de LG Display, actuellement sans doute le plus performant. Si je vous dis MLA, Meta Booster, c'est peut-être des choses qui vous parlent. Le premier terme, c'est tout simplement celui qui évoque les fameuses Micro Lens Array. Je vous en ai parlé sur la chaîne à l'occasion d'une interview de Jérémy de LG Electronics, attention, je ne parle pas de LG Display, je vous parle bien de LG Electronics, cette technologie MLA, et j'y étais aussi revenu à l'occasion de la présentation du MZ2000 de Panasonic dans le cadre du CES. Donc les liens sont dans la description, si vous voulez aller creuser, revoir ces deux sujets-là, sachez juste que le concept de la technologie MLA, ce sont des micro-lentilles qui sont positionnées au-dessus des sous-pixels et qui permettent, en tout cas, encore une fois, j'attends d'avoir peut-être plus d'explications techniques sur la chose, parce qu'on se parle quand même de 42 milliards de mémoire de micro-lentilles pour atteindre un pic de luminosité record. Il est évoqué à 2100 nits avec cette technologie MLA Meta Booster. Comprenez que ça, ce sont les termes de LG Display qu'on devrait retrouver par exemple chez LG Electronics sous le nom de Brightness Booster Max. Attention, ce combo de technologies ne serait disponible que sur les 55, 65, 77 pouces. Ça tombe bien, Philips ne proposera pas de taille supérieure. En revanche, petite parenthèse, pour le modèle de chez LG, le G3, dont la taille ira au-delà en 83, ne bénéficiera pas de cette mention, de cette technologie, et donc, a fortiori, qui est également couplé à un système de dissipation thermique pour être capable d'aller produire ces 2100 nits. Et alors là, frein à main, on se calme un petit peu, 2100 nits dans le cadre de, évidemment, la mire à 10% en mode vif, vivide, dynamique, en fonction des différents termes adoptés par les marques. Et là, je vous mets aussi dans la description, je vous invite à aller voir, si vous le souhaitez, la vidéo de Vincent Théo de HD TV Test. On en avait aussi parlé là encore un petit peu dans les grandes lignes avec ceux qui sont disponibles, ceux qui échangent sur le groupe Discord. Oui, Vincent a pu aller vérifier en testant le MZ2000 ce que ça donne en matière de pic de luminosité avec le téléviseur de chez Panasonic. La démo au moment du CES était assez bluffante. Il a eu l'occasion d'aller au Japon et de voir ça, de vérifier cela par lui-même, et on est plutôt sur un pic de luminosité avec la mire à 10%
à 1500 nits, donc on est quand même sur presque une hausse quand même bien considérable du pic de luminosité. On va commencer enfin à pouvoir aller taquiner la technologie QD OLED de chez Samsung, mais lorsque évidemment on augmente la taille de la mire, la puissance lumineuse s'effondre. C'est bel et bien quelque chose sur lequel je vous alerte régulièrement sur la chaîne. La puissance lumineuse s'effondre, on descend finalement avec une mire à 100% aux alentours des 200 nits. Encore une fois, je vous invite à aller voir la vidéo de Vincent parce que je sais que beaucoup l'ont cité, beaucoup ont cité ces données sans même le mentionner. Je trouve ça franchement pas cool et j'ai pas envie ici de piller tout le travail qu'il a pu faire. Donc vous irez voir sa vidéo, mais sachez que c'est encore du mieux sur la gestion de la puissance lumineuse en pic, mais que c'est encore pas non plus complètement dingue sur l'intégralité des dalles. Là où ça va pouvoir devenir intéressant, c'est que du coup, quand même, cette technologie, elle évolue, les angles de vision seraient meilleurs et on a en plus un nouveau filtre qui débarque pour lequel Philips TP Vision annonce une réduction des reflets de l'ordre de 30%. Mais attention, parce que cette mention-là, on la retrouvait aussi dans les propos de Jérémy lorsque j'avais fait l'interview, ainsi que dans ce qui est partagé, dans ce qui est publié sur le site de LG Display, ce qui signifie en fait que cet avantage, on pourrait le retrouver aussi sur les produits des autres marques qui utiliseraient cette génération de panneaux. Voilà, j'espère que c'est à peu près clair pour vous. Sinon, vous viendrez nous rejoindre et on en rediscutera. N'hésitez pas, ça peut se passer aussi dans la partie commentaires. C'est mieux sur les luminosités en pic, c'est mieux sur la luminosité globale, c'est mieux sur les reflets potentiels sur la dalle et c'est mieux aussi sur les angles de vision et sur la consommation énergétique des téléviseurs, puisque ça faisait partie également des choses qui étaient évoquées par LG Display comme étant améliorées. Donc là aussi, évidemment, chez Philips TP Vision, on devrait aller vers une baisse de la consommation globale des TV. Un petit tour du côté de l'ergonomie de cet OLED Plus 908 qui lui se veut étant le modèle haut de gamme, le plus design. Évidemment, l'arrivée des dalles OLED X avait permis aux marques de créer des téléviseurs avec des châssis plus fins, avec des bordures d'écran plus fines. Chez LG, ça s'était même concrétisé par des téléviseurs bien plus légers, notamment sur les modèles C2. Le côté poids, je ne peux pas vraiment me prononcer sur TP Vision. Je n'ai pas commencé à porter le téléviseur le peu de temps que j'ai passé avec. Là, on est plutôt sur un châssis relativement épais, qui est là aussi pour accueillir la technologie Ambilight, qui est là pour accueillir aussi le système audio à l'arrière, avec ce caisson de basse qui complète la barre d'enceinte. Puissance totale audio 80 watts. On a 6 haut-parleurs, 2 à gauche, 2 au centre, 2 à droite. Et ensuite le fameux caisson de basse à l'arrière qui lui devrait aussi délivrer une puissance assez confortable. On verra ce qu'il en est, parce que 80 watts, c'est là que je dis que c'est plutôt intéressant. On a cette barre de son en façade qui évolue légèrement, j'ai envie de dire, puisqu'elle est désormais, alors certes, toujours habillée d'un tissu quadrate audio mix, quadrat, allez, bref. Un tissu acoustique qui permet de rendre la chose un peu plus élégante. Et ce que vous remarquez sans doute, c'est que la barre de son est désormais légèrement inclinée un petit peu vers le haut. Philips a l'air de considérer que cette barre de son, il était plus pertinent de l'intégrer comme ça, légèrement orientée vers le haut. Bon, on ne sait pas exactement quelle est la disposition exacte, quel est l'angle de l'intégration des HP derrière ce tissu. On verra bien ce que ça donne au moment des tests. En revanche, ce qui est toujours génial, c'est qu'on retrouve le pied central pivotant. Pied central pivotant, je vous laisse vous exprimer sur celui-ci parce que je ne vous cache pas que je l'ai vu. Le téléviseur, dans son ensemble, il est globalement plus sage, plus peut-être un peu plus passe-partout, que ce qu'avait pu faire Philips. Moi, il y a des trucs que je trouvais très classe par le passé. Je vous inviterai, si vous souhaitez, à regarder d'autres vidéos sur la chaîne, mais je trouvais très classe les téléviseurs avec la bordure chromée. Le souci, c'est que ça provoquait aussi des pieds, avec ça allait des pieds qui étaient chromés également et qui prenaient beaucoup les traces de doigts. Philips l'avait entendu, j'en avais d'ailleurs discuté avec eux, et on avait ces pieds au centre, désormais, on a ce pied au centre qui débarque. Pour l'instant, j'avoue que je ne sais pas trop quoi en penser, je ne suis pas spécialement très fan. En revanche, c'est génial parce qu'avec un minimum de place en façade, j'ai envie de dire, peut-être 20-25 cm à peine, on a quand même un téléviseur qui tourne. En revanche, ce qui se passe derrière, c'est que le téléviseur, malheureusement difficile à filmer, le téléviseur repose sur un pied en forme de T,
avec une barre derrière qui est beaucoup plus imposante. Effectivement, il va falloir quand même un petit peu de place, hein, ça ne prend pas toute la largeur du téléviseur, mais voilà, c'est qu'on a quand même un pied à l'arrière qui est là pour assurer une bonne stabilité, parce que je rappelle que c'est 55, 65 et 77 pouces, ce qui va m'emmener maintenant à vous parler du modèle suivant, l'OLED 808, mais avant cela, je vous le dis quand même, pour cet OLED Plus 908, je n'ai pas de tarif annoncé et je n'ai d'ailleurs pas de prix non plus pour l'OLED 808. Vous allez le voir, lui, il compte un petit peu plus de modèles. On va y venir tout de suite. Juste avant cela, je tenais quand même à vous préciser que le constructeur a visiblement présenté une télécommande que malheureusement, je n'ai pas vue. Nouvelle télécommande dotée d'un rétroéclairage actif, c'est-à-dire que lorsqu'on manipule la télécommande, le rétroéclairage l'allume. Lorsqu'elle détecte qu'il ne se passe plus rien, il s'éteint. Télécommande un système batterie rechargeable, très intéressant. On recharge via l'USB-C. Je sais que les confrères ont pu le voir le deuxième jour des ateliers où moi j'étais parti. Et donc du coup, déjà, on peut voir quelques images sur Internet. Visiblement, il s'agissait encore d'un modèle non définitif. Mais il y a un truc qui est très intéressant, c'est que sur le pavé directionnel, lorsqu'on presse sur une touche dédiée, le pavé directionnel devient lui des touches 1, 2, 3, ce qui a permis, enfin ça pour le coup la marque me l'avait expliqué, mais au moment où j'étais là, il n'avait pas la télécommande, ce qui a permis en fait à Philips de réduire la taille de la télécommande, accessoirement, d'utiliser moins de matières premières aussi. On réduit la taille de la télécommande et on utilise ce pavé multidirectionnel qui devient aussi des touches numériques. Très cool pour tous ceux qui utilisent ces raccourcis-là pour la TNT, etc. Bref, vous l'avez compris. Allez, on bascule sur le LED 808. On descend donc en gamme avec l'OLED 808 pour lequel je vais encore prendre quelques précautions parce que j'ai envoyé des mails. J'aurais bien aimé pouvoir rester le deuxième jour et poser toutes mes questions. Ça n'a pas été possible. Et donc du coup, c'est vrai qu'il est dit dans le communiqué de presse que l'OLED 808 va aussi profiter de ce processeur P5 AI de 7e génération avec les traitements dont je vous ai parlé, l'Ambient Intelligence qui va ajuster sur luminosité, colorimétrie, gamma pour avoir une superbe image. Il va aussi avoir la nouvelle gestion de la Super Resolution pour la partie upscaling, les mêmes améliorations sur la compensation de mouvement, les mêmes améliorations aussi sur le gaming, les mêmes histoires que je apprécie encore une fois sur ces fameuses prises HDMI 2.1, on n'en aura que 2 pour la partie plein format, évidemment on va avoir de l'IARC aussi, je ne l'ai pas mentionné mais c'est classique quand même. Donc je me demande si ça sera bien une Pentonic 1000 parce que du coup l'écart de performance semble finalement réduit, peut-être qu'ils ont pris une autre puce et qu'ils y ont appliqué les mêmes algorithmes, est-ce que ça va marcher de la même manière? Bref, pour l'instant, je suis encore bien sur la réserve. En revanche, ce qui est sûr, c'est que cette gamme OLED 808 va exploiter une gamme OLED EX. Cette fois-ci, on n'est plus sur le MLA, Meta Booster, machin chose. On est sur des dalles qui sont non pas classiques, parce qu'on n'est pas sur du White OLED classique, quoique, puisque effectivement, cette OLED 808 est proposée en 48, 55, 65, 77 pouces et débarque cette année au catalogue une version 42 pouces. Et le 42 et le 48 utiliseront des dalles White OLED classiques comme chez LG avec la gamme C2 notamment. Vous retrouverez le lien vers le test ici mais aussi dans la description. Je vous expliquais en vous disant attention, 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 warning. En même temps, on commence à connaître LG là-dessus. Pour le coup, ils sont assez transparents. Je ne sais pas ce qu'il en est en magasin, mais on ne retrouve pas la technologie Brightness Booster sous le 55 pouces et on ne retrouvera pas non plus la technologie de boost de luminosité sur les modèles 42 et 48 chez Philips avec cette gamme OLED 808. Comprenez que ce modèle devrait avoir un pic de luminosité dont la puissance devrait tourner aux alentours des 1000 nits et plutôt 800 à 900 nits en pic toujours pour les versions 42 et 48 pouces. Tous les deux, en revanche, intégreront cette fois-ci un pied rotatif, sauf pour la version 77 pouces qui visiblement serait dotée de 2 pieds bâtons sur les côtés. Et oui, c'est un bon gros bébé. Et donc du coup, surtout, ce qui va m'emmener au fait que, on a vraiment une petite distinction entre le 908, donc l'OLED plus 908, et cette gamme 808. Il faut bien justifier une montée en gamme, et une montée en gamme qui devrait être un petit peu différente aussi peut-être pour la partie télécommande. Je verrai bien quand j'aurai plus de réponses de la part du constructeur. Sur le système audio, petite descente en gamme, là aussi, on perd notamment ce label Bowers & Wilkins qu'on aime tant et qui est notamment sur l'OLED plus 908.
au revoir sur l'OLED 808, mais on dispose tout de même d'un système audio 2 points qui développerait une puissance annoncée de 70 watts, donc c'est quand même pas déconnant du tout. Évidemment, ça ne devrait pas être le cas, je pense, sur les plus petites tailles. Là aussi, contrainte de taille justement oblige, eh bien je pense qu'on ne sera pas sur du 70 watts sur toute la gamme. Affaire à suivre. Dites-moi ce que vous pensez du design même de ce produit. Là encore, on voit bien par exemple que sur la version 42 pouces, qui était présente dans le showroom, bien justement, on voit bien que la dalle, elle est très surélevée par rapport à son pied central rotatif. Justement, pourquoi pas pour y glisser une barre de son en dessous. L'Ambilight, là-dessus, je le rappelle, c'est aussi que du 3 côtés. C'est dommage parce qu'on voit bien que sur la partie basse, on aurait pu avoir un éclairage Ambilight 4 côtés. J'ai posé la question d'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai posé la question à la personne de chez Philips qui était là. Je lui ai dit, est-ce que c'est pour ces logiques de consommation énergétique dont on sait qu'on vous demande de faire des efforts, etc. Est-ce que c'est une réelle histoire de coût aussi? Ils m'ont dit que non, ils m'ont dit que voilà, c'était un choix qui avait été fait cette année. Et je lui ai même dit, mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que certains vous reprochent dans l'intégration, lorsqu'on installe le téléviseur au mur, certains reprochaient, on avait parlé encore une fois sur Discord, certains reprochaient le fait que sur la partie centrale avec le fameux capteur infrarouge, capteur de luminosité, etc. En fait, ça créait une portion de noir, une forme de discontinuité dans l'Ambilight qui n'était pas très heureuse une fois qu'on accrochait le téléviseur au mur. Bon, c'est vrai que j'ai surtout utilisé sur ses pieds, puisqu'évidemment, ce sont des téléviseurs qui repartent. Et voilà, c'était une remarque qui était judicieuse de la part des consommateurs, de la part des utilisateurs. Donc, visiblement, ce n'est pas des points sur lesquels le constructeur, en tout cas, a souhaité me donner raison ou pas, ou me donner plus d'explications. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, je pense que là, vous avez toutes les informations, en tout cas, dont moi, je dispose. Je vous les ai partagées. Et puis, quand même, vous en doutez que lorsque je suis sur place, sur des événements comme ça, j'aime quand même vous livrer quelques premières impressions. En tout cas, j'aurais aimé, parce que là, je pense que je vais botter en touche et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, parce que le lendemain, je suis parti, je n'ai pas fait les ateliers qui étaient dédiés à ces produits. En fait, petite confusion, on m'avait dit que tout se passerait le premier jour. En revanche, c'était pas le cas. C'était le deuxième jour que ça se passait et j'avais pris certains autres engagements. Dommage, tant pis pour moi. J'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, ce que j'ai pu en voir et qui, quelque part, m'a un peu fait moins regretter de ne pas y être, c'est que les téléviseurs que j'ai vus sur place ne sont pas du tout encore dans leur version finalisée. L'OLED plus 908 devrait être, lui, dans sa version finale quasi au moment de l'automne. Je crois qu'on se parle de après la rentrée. Donc vous voyez qu'on a encore un petit peu le temps, enfin Philips TP Vision a encore un peu le temps justement pour corriger des choses qui m'ont gêné parce que j'étais devant le téléviseur, on raconte un peu la scène, devant le télé avec ma caméra. En l'occurrence, j'étais en train de faire des images des différents modèles et du modèle dont je vais vous parler dans une autre vidéo qui est le modèle mini LED. Et déjà sur l'OLED, j'avais trouvé que c'était finalement ok. Il y avait bien plus de luminosité par rapport à quoi, j'en sais rien, j'avais pas de comparaison, mais je voyais bien quand même que l'image était quand même bien pétante sur l'OLED+, avec cette technologie MLA, effet placebo ou pas, c'était beau. Voilà, justement, c'est le cas de le dire. En même temps, c'est une démonstration, etc. Mais lorsque je faisais les images, je me disais, c'est bizarre, j'ai l'impression que ils n'ont pas choisi la bonne boucle, c'est quand même pas ultra fluide, c'est quand même pas ultra génial. Et au moment où je filmais le modèle LCD, là, je me suis bloqué et je suis resté comme ça avec le truc. Et à ce moment-là, donc, la personne de chez Philips rentre dans la salle, je crois que c'était un ingénieur ou quelque chose comme ça, bref, un gars très compétent, très gentil, qui me voit me poser des questions et je me retourne juste vers lui. Et là, sans même que je lui pose des questions, il me dit non, n'ayez pas peur, c'est pas les versions finales des téléviseurs, ça va être mieux. Parce que ce que j'avais devant les yeux n'était pas génial. Voilà, c'était pas à la hauteur de ce que j'en attendais. En tout cas, je voyais bien qu'il y avait parfois des saccades dans l'image. Sur les LCD et notamment sur les The One, j'avais encore pas mal de pompage. L'upscaling, c'était pas ça, c'était pas super fluide. Donc c'était encore, en fait, grosso modo, on était là essentiellement pour découvrir des châssis, voir des choses, parce que vous l'avez peut-être remarqué sur certaines images, mais il y a même des portions de l'Ambilight qui n'étaient pas exactement raccord. Ça, c'était d'ailleurs plutôt vrai, encore une fois, sur les modèles mini LED, donc j'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais voilà, c'était encore en cours de développement. Là où, en revanche, je ne peux que saluer la chose, c'est que, ok, du coup, non seulement Philips a organisé un voyage de presse pour nous montrer ses nouveautés, mais en même temps, c'est bien, il n'était pas au CES de Las Vegas, donc ça a permis de voir les choses.
Et là où franchement, je tiens quand même à le dire, et qui est très cool, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est que Philips TP Vision, même si ce n'est pas un acteur qui est présent dans le top 2, top 3, ils adoptent systématiquement les nouvelles technologies. Enfin, si on veut, parce qu'il semblerait que pour l'instant, en tout cas, le constructeur n'ait pas prévu d'adopter la technologie concurrente à celle de LG, à savoir le QD OLED qui est proposé par Samsung Display. Là, c'est l'OLED avec la surcouche, enfin avec le traitement, enfin avec les micro-lentilles, le MLA, le Meta Booster, etc., le panneau de dissipation thermique pour pouvoir aller chercher des pics de luminosité, assurer aussi une bonne durée de vie, le burn, enfin le fameux, limiter les risques de marquage, etc. À voir maintenant comment ça va impacter tout simplement le prix des produits, parce qu'on sait que parfois chez Philips, eh bien, lorsqu'on choisit les modèles les plus premium, entre guillemets, et même les modèles les plus premium, parce que certains sont vraiment très bien finis, eh bien, avec le système Bowers & Wilkins, etc., on sait que ça se ressent aussi sur le tarif, l'Ambilight, tout ça, donc bon, on s'en reparlera sans doute sur la chaîne, mais n'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en avez pensé, en tout cas pour ma part, m'exprimer sur la partie qualité de l'image, je pense que ce serait trop tôt, surtout n'ayant pas fait la partie atelier. Alors, c'était pas des ateliers qui duraient 5, 6, 7 heures. Hein. C'était des ateliers néanmoins assez courts parce qu'il fallait voir les produits audio, vidéo, etc. Donc, on n'était pas dans une logique de on passe une journée avec des ingénieurs. Loin de là, je vous rassure, j'espère pouvoir y revenir entre-temps. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur les téléviseur, cette fois-ci de la gamme LCD, vous allez voir qu'il y a des choses quand même à se dire. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Manifestez-le aussi avec le petit pouce qui va bien, qui fait plaisir, qui fait du bien aussi à la vidéo, le petit algorithme YouTube, enfin vous connaissez l'histoire. Hein. Je vous donne rendez-vous donc pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Si vous souhaitez rester en contact, les réseaux sociaux s'affichent dans la description de la vidéo, je ne m'y retrouve plus. Vous retrouvez le lien vers notre groupe de discussion Discord, là aussi pour échanger. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo, je le dis assez peu, mais finalement c'est bien si vous partagez la vidéo, c'est parfait, c'est encore mieux, ça aide aussi à tout simplement participer à l'effort que je peux produire ici lorsque je vous réalise des vidéos, que je pars en déplacement, bref, vous avez compris. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao!